Pardon, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne au niveau du son là, du coup? Oui, ok. Parfait. Ben, du coup, bienvenue à toutes et à tous à cet atelier consacré au journalisme sur Twitch. Alors, a priori, cette plateforme de diffusion de vidéos en direct qui a été créée en 2011 ne semblait pas forcément destinée à accueillir des formats journalistiques. C'est plutôt au départ une plateforme destinée aux Néanmoins, il y a plusieurs médias qui se sont lancés sur Twitch, comme on va le voir lors de cette présentation, et plusieurs journalistes aussi ont décidé d'en faire une plateforme de diffusion pour l'information. Et c'est le cas d'Adrien, du coup, qu'on accueille aujourd'hui, qui s'est lancé sur Twitch et qui va nous expliquer un petit peu son parcours et quel est l'intérêt de Twitch, quel peut être l'intérêt de Twitch pour faire du journalisme. Merci. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que je rapproche un peu le micro peut-être. Ouais, n'hésite pas, ils sont sensibles. D'accord. Donc enchanté aussi donc, pour ceux qui sont ici et Amandine alors apparemment qui est en live. Mais bon, c'est bien de faire en live, ça reste dans le thème. Déjà effectivement peut-être un petit tour de table. Alors ceux qui connaissent Twitch ou pas, donc apparemment oui, en tant que modérateur. Oui quand même. Un peu en tant qu'utilisateur. Utilisateur, d'accord. Et donc peut-être pas du tout. Ouais. Après Twitch, là je parle de Twitch aujourd'hui, mais par Twitch, je vais entendre vraiment tout ce qui est diffusion de vidéos en direct. Parce que finalement, on peut faire aussi sur YouTube. Il y en a qui peuvent faire des trucs sur même TikTok maintenant, même si ça, j'ai jamais essayé. Donc en gros, concrètement, c'est juste, typiquement là, imaginons, voilà, il y a quelqu'un qui est en live, on peut aller voir directement, il s'appelle Hughes, et je crois en plus qu'il est journaliste, alors je ne sais pas dans quoi il est, mais bon, on va voir si j'arrive par contre à connecter, parce que l'ordinateur, du coup, il galère un peu avec tout ça. Alors, sachant que moi, je ne fais pas, pour faire des vidéos en live, il faut un bon ordinateur. Là, un ordinateur portable, c'est peut-être un peu juste. En tout cas, pour faire des jeux en même temps, en général, les gens ont d'assez bons ordinateurs quand même. Et pour vous montrer rapidement aussi, d'ailleurs, ça utilise des logiciels, le temps que ça charge. Comme vous voyez, c'est très, très long. Ah, bah, je vais enlever ça. Ça utilise des logiciels qui sont un peu comme ça, de cette forme-là. Qui s'appelle OBS. Donc en gros, vous voyez, j'ai accès typiquement à l'audio. Donc là, ça voit, il y a mon micro qui est quand même actif, donc ça, il le voit. On peut montrer un peu n'importe quoi sur l'image. Si je voulais montrer Zoom, je pense que ça s'afficherait, mais bon, là, ça va tout faire planter. Voilà, si j'appuie ici, en gros, je commencerai à être en live. Donc, voilà, pour vous dire, ça demande un certain niveau technique forcément pour connaître, savoir comment faire ça. Mais c'est à la portée de tout le monde, c'est un logiciel gratuit. Donc tout ce qu'il faut, c'est de la technique, c'est pas un truc qui est payant en soi de se lancer sur un live. Je vais quitter voilà, ce logiciel-là, vu que je vais bien ralentir l'ordinateur. Désolé, j'ai la barre de zoom en fait qui m'empêche d'avoir mes trucs. Et bref. Alors, du coup, j'essaie encore de faire charger cette page-là, mais qui est un peu de mal. Mais là, il est en direct. C'est quelqu'un qui est là, il est avec 500 personnes en direct quand même. Et j'aurais bien aimé vous le montrer, si ça veut bien. Mais bon, c'est pas très grave, je peux vous montrer autre part. Tu es bien connecté sur le... Bah oui, pourtant, je suis bien connecté sur le Wi-Fi, mais ça a un peu de mal. Cette page ralentit Firefox. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait une matinale. Il dit, voilà, il va faire un petit peu les actualités du moment, en rapport plutôt en rapport avec le jeu vidéo. Et c'est pas ce qui se passe. Je crois que le partage d'écran fait un peu planter tout mon ordinateur. Donc, désolé, ça c'est pas. J'aurais dû le faire depuis chez moi, en fait, depuis mon ordinateur. Ça aurait été bien. Mais bref, bon, on ne sait pas. Vous aurez qu'à imaginer que c'est quelqu'un qui est avec la caméra comme ça et il est juste en train de parler avec un public. Donc en gros, il est vraiment juste comme ça. Il montre un peu des pages web et il est en train juste de parler avec des gens comme ça. Donc ça, c'est déjà un des formats qui se sont développés sur Twitch, des gens qui sont juste à faire ce que je suis en train de faire finalement. C'est ils se filment, ils parlent avec d'autres personnes. Il y a un échange du coup, typiquement là, on le voit un peu sur le côté. Vous voyez, on commence à voir. Alors c'est un peu lent, mais vous voyez sur le côté là de l'écran, il y a le chat. Donc ça, c'est en direct. Donc la personne, là, on ne voit toujours pas ses vidéos parce que c'est en train de charger, mais il est en train de parler. Et donc des gens peuvent commenter en direct, ils peuvent poser des questions ou juste mettre un commentaire, ils discutent même entre eux. Et c'est vraiment... Une question, quelle est l'audience cible? L'audience cible, c'est très variable en fait, c'est ça qui est assez intéressant avec Twitch. Il y a des gens donc, qui vont être du genre à être sur juste regarder des jeux vidéo qui peuvent être pour assez jeunes, donc public adolescent, mais il y a vraiment des gens donc, de tout âge. Moi, typiquement, donc on en parlera après, mais je fais des lives un peu plus scientifiques et je sais que j'ai des gens qui ont la cinquantaine. Donc, je parle d'actualité scientifique et je sais qu'il y a des gens voilà, qui sont
des cinquantenaires. Non, du coup. Alors justement, je voulais commencer peut-être par là, mais c'était comment est-ce que moi je me suis lancé dans Twitch aussi, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez vieux depuis 2011, et moi j'ai commencé en 2020, c'est assez récent quand même, parce que justement pour moi Twitch c'était juste des gens qui voilà, se filment en train de jouer. Bon, bah alors là, regardez, là c'est en train de charger, donc je vais fermer la page parce qu'elle fait tout laguer. Mais vous voyez, là il est en train typiquement de parler, c'est lui, donc lui il est dans la petite bulle. Donc là, il se fait son, comment dire, je sais pas comment on peut dire, son overlay, on dit, mais du coup, en tout cas, son cadrage lui-même. Donc lui, il s'est mis dans la petite bulle et il est en train de commenter une vidéo d'Étienne Klein, par exemple, en direct. Bon, ça, c'est le genre de contenu qui peut être fait. Et ça, c'était juste pour vous montrer un live commencer direct avec Twitch. Là, c'est vraiment, il est en train de faire ça. Donc moi, en tout cas, voilà, mon truc, ça a commencé avec ça, en fait, parce que j'étais quelqu'un qui, voilà, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est quand même un truc qui m'a aidé à me lancer dans Twitch. Hein. Mais en tant que journaliste, j'allais pas dessus. Enfin, je connaissais pas vraiment, en fait. Pour moi, Twitch, c'était juste regarder des gens qui jouent bien aux jeux vidéo. Il y avait des gens qui étaient vraiment très doués. Donc là, oui, je peux vous comprendre. Bon, moi, ça m'intéressait pas. Moi, je me disais toujours, bah, je préfère jouer, quoi. J'ai pas envie. Donc, je connaissais pas vraiment. Donc, j'étais vraiment parti avec cet aspect-là, un peu a priori. Et je travaille pour divers médias scientifiques, dont Ciel et Espace, qui est un média d'astronomie, etc. Et avec eux, j'avais déjà fait quelques critiques de jeux vidéo qui se déroulent dans l'espace. Par exemple, des jeux pour lancer des fusées, des trucs comme ça. Et donc, j'avais fait juste un petit sondage, et en fait, ça avait été pas mal repris par la communauté du jeu qui a gagné, donc Kerbal Space Program. Et du coup, je lui avais dit, bah, je vais faire ça en live pour tester les jeux, et on verra un peu ce que ça donne. Je me suis dit, tiens, je vais commencer comme ça. Et très vite, j'ai eu vraiment beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de monde directement. Hein. Clairement, quand on commence sur Twitch, on est avec 3 spectateurs, déjà, c'est bien. Mais bon, ça peut aller voilà, de 3 à 10. Mais directement, j'avais des gens quand même qui étaient venus, qui m'expliquaient vraiment le jeu. Là, ils discutaient, ils ont pu vraiment m'aider à dire, voilà, bah, ça, par exemple, il vaut mieux le faire comme ci, comme ça. Et je trouvais ça vraiment génial, cette interaction, en tout cas, avec le public. Mais voilà, moi, je connaissais juste, en tout cas, cet aspect-là de Twitch, un petit peu de jeux vidéo, disons, et être un petit peu aidé dans ces parties. Bon, ce qui est bien, mais c'est pas non plus plus intéressant. J'avais mis ça d'ailleurs, Twitch, il y en a des trucs que je connaissais aussi de Twitch, c'était le genre de délire qu'ils pouvaient proposer. Typiquement, ça c'est un truc qui s'était passé il y a pas mal d'années. C'était Twitch qui avait joué à Pokémon. Je ne sais pas si ça vous connaissez ce truc-là, mais c'était en gros, je ne sais pas, vous connaissez tous le jeu Pokémon au moins quand même, un petit peu. Bon. Donc voilà. Et en fait, le principe, ça avait été que tous les gens, vous voyez sur le côté, avaient juste à écrire genre A ou B, ou haut et bas, etc. Et en fait, ils contrôlaient la partie comme ça, tous en même temps. Donc c'était un des trucs un peu rigolos. Et ça avait été un des premiers événements qui avait eu beaucoup de monde, en tout cas, dessus. Mais bon, voilà, j'en restais à ce niveau-là. Mais en parallèle, je commençais à voir quand même qu'il y avait quelques vulgarisateurs qui étaient venus de YouTube et qui étaient venus sur Twitch. Donc, il y en avait quelques-uns, typiquement. Alors là, ils avaient fait il y a la Yuri's Night, c'est une nuit spéciale en hommage, en tout cas, aux premières astronautes dans l'espace, Yuri Gagarin. Et voilà, donc il y avait quelques personnes qui sont de diverses chaînes. Flashgorn, par exemple, j'ai oublié le nom de la chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être Sense of Wonder, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une chaîne assez populaire quand même sur YouTube. Et diverses autres. Donc typiquement, il y avait quelques personnes que j'ai pu revoir après, comme Space Tomalis ou Space Explorer Whitney, qui étaient juste des vulgarisatrices comme ça, qui ont commencé un peu sur Internet. Donc des femmes qui parlent du spatial, il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc au moins, du coup, voilà, ça les ont réussi à bien percer dans le domaine. Et typiquement, Alice Thomas, donc Alice Space Tomalis, qui faisait juste des petites vidéos comme ça. Maintenant, elle est, voilà, en ce moment, elle est en Guyane pour le lancement d'Ariane 5 qui aura lieu d'ici 2 jours. Non, bon. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens, voilà, des vulgarisateurs qui ont réussi en tout cas à vraiment percer grâce à ça, à commencer juste à faire des petits lives, discuter un petit peu comme ça avec un petit public. Et grâce à ça, ils ont pu se rapprocher de diverses institutions. Mais bon, on n'est toujours pas dans le journalisme. Hein. Là, on est toujours dans de la vulgarisation. Mais c'est vrai que moi, du coup, ça a commencé à m'interroger parce que je me disais, moi, je suis journaliste spatial et au final, il y a des gens qui viennent voir ces personnes alors que sur le principe, c'était pas méprisant ou quoi, mais je me disais, en fait, quelle est leur formation? Au final, il n'y avait pas vraiment de formation spatiale derrière. Et je trouvais ça impressionnant, du coup. Je me disais, en fait, il ne faut jamais avoir de mépris de se dire, après tout, s'ils ont un public, c'est qu'ils font ça correctement, quoi. Donc voilà, du coup, ça m'avait intéressé d'aller voir. Alors, j'avais remis 2-3 autres trucs qui avaient été mis. Typiquement, Space Explorer Whitney, elle fait des matinales spatiales où elle parle des diverses... comment dire, là, je cache sa tête, voilà, dans le petit coin là. Mais elle, par exemple, elle fait des matinales où elle revient un peu sur l'actualité de la semaine dans tout ce qui est spatial, donc tous les lancements qui ont pu avoir lieu, les nouveautés, etc. Donc c'est vraiment pour les fans de moteurs spatiaux
Donc, vous voyez, c'est juste pour dire qu'il y a un point toujours. Et une autre question, est-ce qu'il y a un format durée standard ou en fait Il n'y a pas vraiment en fait. C'est vraiment. Enfin, Twitch en général, c'est assez long quand même. Il y a des gens pour Twitch, sur Twitch, 2 heures pour eux, c'est court. C'est vrai que. Il y en a qui arrivent à faire des lives de 6 heures, 10 heures. Enfin, moi, j'ai jamais fait aussi long, mais c'est plus simple pour ceux qui font juste des lives où ils discutent tout simplement comme ça, en fait, pendant 10 heures. Il y en a même qui se filment en train de manger. Bon, il y a un peu de tout sur Internet. Hein. Après, disons que c'est juste une plateforme où on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc après, le public, il peut s'intéresser à aller voir des personnes qui s'intéressent. Typiquement, le matinal de Samuel Etienne, Lui, il fait 2 heures, je crois, à peu près. en effet, 2 heures, merci. Justement, je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs. Lui, c'est un autre, par exemple, alors lui, il fait des trucs en peignoir, mais bon, il fait un peu de revue d'actualité. Lui, il fait de la revue d'actualité scientifique, donc il lit des articles, justement, qui pourraient être écrits par moi, justement, typiquement. Mais en tout cas, où il lit des articles scientifiques à son public, et du coup, ils en discutent en direct. Donc ça aussi, c'est une forme de revue. Si je peux rebondir un peu sur ce qui a été dit, peut-être pour avoir une vision plus claire quand on ne connaît pas trop Twitch, en fait, c'est que c'est un peu le principe des antennes libres à l'époque de la radio, où chacun a cette plateforme où il peut diffuser son émission telle qu'il le souhaite. Et donc, il y a en effet une grosse liberté de format, Twitch étant simplement le vecteur de diffusion. Mais c'est vrai qu'il y a absolument de tout et chacun fait à sa sauce, comme on dit. C'est ça. quelle date ça s'est ouvert à d'autres thématiques? J'ai vraiment l'impression que c'est depuis le confinement que ça s'est beaucoup développé, vu qu'il y avait beaucoup de public finalement qui était là chez soi à ne pas savoir trop quoi faire. Donc forcément, ça a aidé, je pense, à rendre un peu de visibilité. Et même, il y a quand même eu, mais je ne sais pas si c'est vraiment que à cause du confinement, je pense que c'était quand même une évolution logique sur Internet avec la hausse de l'accès, en tout cas, à la fibre, des choses comme ça, à avoir plein de vidéos en direct et aussi que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu apparaître petit à petit comme ça. Et c'est une plateforme américaine? Oui, du coup, ça appartient à Amazon. Donc ça, c'est... Et pour donner quelques chiffres, en fait, à partir de 2020, sur Twitch, donc c'est les chiffres de Médiamétrie 2020, il y avait 5 millions de Français qui déclaraient s'y connecter au moins une fois par mois et 1 million s'y connectent tous les jours. Donc ça a montré en 2020, à partir de la pandémie, au moment du confinement. Et l'âge moyen? L'âge moyen, j'ai pas. Médiamétrie, là, j'ai juste récupéré les chiffres mais l'âge moyen doit être, j'imagine, assez plutôt jeune, un public jeune. Globalement, c'est jeune, mais bon, voilà. Après, comme je disais, il y a un peu de tout. Et les gens, du coup... 1 million de Français par jour, c'est ça? Oui, s'y connectent tous les jours. Tous les jours. Et 5 millions s'y connectent au moins une fois par mois. Donc 5 millions, oui, juste en France. Oui. Voilà. J'en mettais, j'avais mis mon petit fil conducteur. Mais du coup, voilà, j'ai un peu passé tout ce qu'il y avait au début. Donc, si vous voulez les noms, d'ailleurs, je peux vous transmettre les liens, ce qui est comme ça. Et donc, oui, après, donc, ce qui, moi j'avais commencé comme ça, un peu en solo, sans aucune prétention journalistique. Hein, j'étais juste pour jouer, parce que moi, j'aime bien jouer. Et j'ai déjà, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment l'interaction avec le public, le fait de discuter. Le fait il y a des jeux qu'on va jouer tout seul, et là, au final, d'un coup, on n'est plus tout seul. Ça peut motiver pour jouer à des jeux qui font peur, par exemple, de ne pas se sentir tout seul complètement. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment juste une petite cumuler certaines passions entre elles, voilà, la rendre plus agréable en tout cas. Mais par contre, comme je voyais l'émergence de ceux qui faisaient de la vulgarisation scientifique, j'en ai parlé avec la rédaction de Ciel et Espace, donc qui était un média avec lequel j'avais le plus d'interaction. En tout cas, à ce moment-là, maintenant, c'est vrai que ça change un peu. Et du coup, voilà, on a commencé en fait à mettre en place certaines émissions. Même si c'est pas moi qui avais la main. Moi, j'étais plus là en termes je faisais la technique, et c'est pas moi qui avais justement le rôle vraiment d'animateur comme ça. Ce qui, du coup, je trouve que ça, c'est mon opinion un peu peut-être personnelle, mais je trouve que ça n'a pas extrêmement bien marché, justement. On a essayé de faire des trucs peut-être un peu trop vite, d'en faire un peu trop. Et d'ailleurs, il était déjà ouvert là. Typiquement, on avait fait des trucs un peu comme ça, avec des revues d'actu aussi, finalement, d'actualité spatiale. Mais vous voyez, par exemple, là, la vidéo, elle avait duré qu'1h10 pour le truc d'actu. Donc, je vous avais dit que Twitch, c'était plutôt 2 heures en général. Les gens font... Parce qu'au final, quand on arrive en live, il faut soit avoir vraiment de très bons réseaux sociaux derrière qui vont dire venez à telle heure, il y aura un live. Parce que si vous vous lancez en live comme ça sur Twitch, en fait, personne vient, en fait. Bah oui, parce que Twitch, c'est très mal fait, par contre, pour le côté de trouver des nouvelles chaînes. En général, les gens viennent parce qu'ils connaissent déjà. Il y a quelques trucs, parfois, ils mettent un peu en recommandation, mais en général, les gens viennent parce qu'ils connaissent déjà ce qu'ils vont voir, quoi.
c'est assez rare de tomber par hasard sur une chaîne. Le search, quoi. Bah, on peut tout trouver, mais c'est juste que c'est pas, oui, c'est pas comme on va être visible, en tout cas au moment où on est en live. Si on fait 1 heure par semaine, on va pas être, bah voilà, il faut vraiment beaucoup de chance pour que quelqu'un arrive, quoi. Il faudra être en live tout le temps pour que oui, quelqu'un commence à voir. Et le modèle économique de Twitch, il y a des annonceurs, il y a des pubs. Alors ça, oui, ça, on pourra en parler tout de suite, mais c'est vrai que le modèle économique, il y a plusieurs parties. En tout cas, il y a un modèle déjà de pub quand même. Ça, on n'a pas trop le choix. Il y a forcément des pubs qui peuvent être au début du live ou pendant quand je dis live, c'est le direct, au début ou pendant. Donc ça rapporte quelques centimes, vu que ça dépend de combien de personnes viennent. J'imagine que ceux qui ont 10 000 personnes ils doivent gagner un peu plus, mais bon. Moi, de mon côté, bon, ça me rapporte quelques 10 centimes peut-être par live. Mais bon, c'est déjà ça. Après, pas non plus. Mais c'est plutôt gênant, c'est plutôt une gêne. Les gens en général critiquent beaucoup les pubs parce que bon, c'est toujours un peu agaçant. Et par contre, donc l'autre gros modèle de Twitch, c'est des formes de dons en fait, qu'on appelle les abonnements. Donc ça, c'est la différence de. Il y a une grosse différence de termes sur YouTube et Twitch parce que Twitch, quand on s'abonne à une chaîne, en fait, on dit pas s'abonner, on dit juste suivre. C'est les followers, on dit. Donc c'est juste, par exemple, là typiquement sur le côté, c'est les chaînes que je suis. Donc ça, c'est juste des chaînes où je suis allé dessus, j'ai juste dit, bah tiens, j'aime bien la chaîne, j'aimerais bien revoir. Donc hop, j'ai suivi la chaîne, j'ai mis, elle apparaît maintenant dans mes chaînes suivies, et je vais recevoir une petite notification sur mon portable quand la personne est en live. Donc ça, c'est un truc, voilà, ça permet de revenir sur la chaîne plus facilement. Après, mais ça, c'est pas du tout un soutien financier. Par contre, s'abonner à une chaîne Twitch, là, c'est vraiment payé, donc c'est donné 5 €, et le streamer en gagne d'ailleurs que 2-3, mais bon, ça après, c'est Amazon qui gagne une petite partie. Bon, après, il faut bien financer les serveurs, mais bon, après, c'est toujours... Voilà. Je ne suis pas là pour critiquer voilà, quel est le juste milieu. Mais donc ça, c'est un truc vraiment, un don des gens, et ils y gagnent quelques petits trucs en plus. C'est ça l'avantage de Twitch, typiquement sur YouTube, qui propose des dons aussi. C'est que sur Twitch, typiquement, on va avoir un badge devant son nom dans la conversation. Donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir voir qu'on est un soutien de la chaîne. Le streamer le sait aussi qu'on est un soutien. Et on n'a pas de pub d'ailleurs. Quand on est abonné, on s'enlève les pubs. Donc ça, c'est quand même le gros... C'est pour ça qu'aussi, ils font un peu, voilà, ils justifient comme ça en laissant beaucoup de pubs Twitch. Et il y a une forme de paywall ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des émissions, enfin des streams qui sont accessibles uniquement à ceux qui ont cette formule payante? Ah oui, dans ce sens-là. Au début, j'avais pensé parce que un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que tant qu'on ne gagne pas 100 $, de toute façon, ils ne donnent rien Twitch. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déjà, voilà, ils ont dû gagner un peu d'argent, mais qui ne gagneront jamais. Et par contre, non, pour les lives, non, tous les lives en général sont... je ne pense pas qu'on puisse, il y a quelques paramètres, mais il ne me semble pas qu'on puisse mettre uniquement réservé aux abonnés. Et je ne pense pas que personne le fasse parce que ce serait vraiment contre-productif finalement. Parce que bah, du coup, on n'a pas, enfin, les abonnés sont qu'une petite partie des gens qui viennent sur la chaîne. Par contre, on peut faire en sorte d'avoir la rediffusion uniquement pour les abonnés ou des avantages comme ça. Alors, ça, je ne sais pas du coup, modérateur, peut-être que tu sais du coup si on peut... Donc je confirme, en effet, on ne peut pas faire de live privé. Oui, c'est ça. Tous les lives sont accessibles. Et en fait, ce système d'abonnement, au final, c'est surtout de la valorisation de la communauté. C'est de montrer, enfin voilà, parce que vous donnez de l'argent, vous avez donc ces petits badges. Il y a aussi un système où on a des emojis exclusifs, etc. Mais au final, c'est un peu du gadget pour montrer, voilà, on vous valorise en tant que communauté, on soutient la chaîne qui produit les contenus. Et par contre, un point intéressant aussi à soulever sur le système de financement, tout le monde ne peut pas activer donc la monétisation. Et au-delà en fait des 100 €, enfin 100 $ à avoir, il y a un système où on est dit affilié, si je ne dis pas de bêtises. Et pour avoir ce statut qui permet d'activer la monétisation, et peut-être que tu pourras en parler un peu mieux que moi, mais il faut plusieurs critères, dont diffuser. Je te laisse. Il faut un certain nombre de lives par mois, enfin quelques heures par mois, mais ce n'est pas encore trop énorme. 3 spectateurs en moyenne, c'est ça qui bloque beaucoup de monde au tout début. Et je crois que c'est... Et 50 followers, donc personnes qui en suivent la chaîne en tout cas. Mais le plus dur, donc ça aussi, j'ai plus les statistiques, d'ailleurs, ça que je l'ai permis il y avait un article du Monde dessus. Mais en gros, vous pouvez vous imaginer que 95% des chaînes sur YouTube sont à 3 spectateurs en moyenne. C'est extrêmement... Il y a énormément de gens en fait qui lancent un live, mais juste... Enfin, qui a aucun intérêt parce que c'est juste eux en train de jouer. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui lancent un live juste comme ça, leur écran de jeu, mais du coup, bah oui, personne ne vient dessus. S'il n'y a même pas une caméra, on ne peut pas discuter, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand monde, quoi. Donc bon, ça c'était juste pour faire le point là-dessus. Donc oui, il y a les non-affiliés, donc ça, il y a des gens qui sont juste comme ça sur Twitch, mais juste ils font des lives et au début, bah, c'est tout le monde débute comme ça. Et donc moi, je suis affilié par exemple, donc je suis au stade 2, j'ai dépassé
déjà assez vite, au bout de 6 mois, je pense même pas, j'étais à ce stade-là d'avoir au moins 3 personnes. Et donc ça, c'est grâce à l'aide que j'ai eu dès le départ. J'ai eu un petit coup de boost grâce au sondage que j'avais fait, la communauté qui venait sur le jeu que je streamais. Et après, le stade suivant, par contre, c'est partenaire. Et donc là, c'est les grosses chaînes. Et là, il faut 75 spectateurs en moyenne, ce qui là est beaucoup plus, par contre. Donc, en fait, vous êtes considéré comme un journaliste sur Twitch. Moi, je suis journaliste pigiste, en fait. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ça au début, mais je suis journaliste pigiste, donc pour divers médias. Donc, Ciel Espace, Science et Vie, je fais des expos, des éditions, des trucs comme ça. Et je fais ça en plus, du coup, de mon travail. Et comment on nomme les producteurs de contenu sur Twitch? Streamer. Oui. Je me définis, ouais, journaliste scientifique, streamer, du coup. Mais bon, même si je reste journaliste scientifique de base. Mais justement, après, je vais en parler après, vu qu'on a commencé au début avec Ciel Espace à essayer de faire... mon objectif au début, c'était de se dire, bah tiens, ce serait bien si je pouvais être un peu rémunéré pour faire des lives pour Ciel Espace, par exemple. Donc, ce début, j'ai d'ailleurs été rémunéré un petit peu. C'était assez... il y avait une petite rémunération, en tout cas, pour animer les lives, faire la technique, etc. En fait, tu es rentré par le jeu. Oui. Et ensuite, tu as mis ton cœur de métier et ta passion au service du public que tu as pu trouver sur la plateforme. C'est ça, en tout cas. Très progressivement, du coup. Comme je disais au début, je m'étais vraiment mis en tête plutôt de passer par le cadre des médias, déjà qui étaient... Enfin, ça, je vais essayer d'en parler justement pour tout le long, mais de passer des médias, en tout cas... je me disais, tiens, bah, ce serait bien si je pouvais te payer pour faire des lives pour Ciel Espace, ou peut-être pour la Cité des Sciences, de proposer des contenus comme ça. Mais finalement, j'en passe de plus en plus à me dire, bah, après tout, pourquoi pas le faire moi-même. Et une fois qu'on a une interaction, parce qu'au final, le cœur de Twitch, pour moi, c'est vraiment l'interaction avec les gens. Donc, c'est un truc qui se construit, qui prend du temps quand même d'ailleurs, mais qui doit se construire avec les gens qui viennent parler avec nous. Et au sein des médias et des rédactions, il n'y a pas des gens qui sont dédiés à la plateforme pour faire justement leur... Bah, ça dépend des médias. Alors, on pourrait en parler, je peux en montrer tout de suite. Ou même, je vais commencer déjà par Ciel Espace pour au moins conclure là-dessus, pour vous montrer l'expérience qu'on a eue avec ça. Et après, je vous montrerai du coup qu'est-ce qui existe d'autre. Mais typiquement, voilà. Donc, nous, au début, on avait fait des petits lives comme ça, de l'actualité. Là, qui est un peu planté, mais bon, bref, vous voyez un peu le truc. On était assez nombreux quand même, parce qu'on était au moins 5-6, et pendant à peine 1 heure, 1h30. Donc voilà, c'est un peu. Moi, je trouve que c'était ça les trucs qui marchaient pas trop, c'est faire ça toutes les 2 semaines pendant juste 1 heure. Bah, les gens, bah, ils sont pas habitués. Enfin, il faut. Ce qui marche avec Twitch, c'est d'avoir un calendrier quand même assez. Que les gens se disent, tiens, il est mardi soir, bah, un tel va être en live, voilà, par exemple. Ou typiquement le gars que j'ai montré au tout début, qui fait ses matinales, il a un public qui sait, voilà, le matin, il est là. Du coup, ils sont plutôt habitués. Donc c'est ça qu'il faut réussir à implanter finalement dans l'esprit des gens qui suivent, c'est au moins qu'ils se disent, tiens, bah, cette heure-ci devrait être là, quoi. Donc c'est un des trucs qu'il faut avoir en tête. Et après, voilà, et du coup, dans Ciel Espace, j'avais tenté de faire ça, mais je trouvais que du point de vue, en tout cas, des rédacteurs en chef, ils avaient un côté peut-être un peu trop, justement, peut-être un peu élitiste, peut-être d'essayer de faire tout de suite un truc, vraiment des trucs, du bon contenu directement, mais au final, sans avoir trop l'expérience de qu'est-ce que c'est que Twitch. Enfin, moi, je prenais de faire au final des lives, justement, de commencer par faire des trucs réguliers qui ne se prennent pas trop la tête, et après, on monte en puissance. Et typiquement, on a eu un live où on avait eu une interview de Jean-Pierre et Claudie Ignoré, qui sont quand même les seuls couples d'astronautes français, quand même. Et voilà, et on a eu, même la vidéo replay, même pas 1000 vues, quoi. Enfin, je trouve ça un peu triste de se dire, c'est un truc où ça. Même à la télé, je ne sais même pas s'il y a eu beaucoup d'interviews en même temps, quoi. Enfin, c'est juste pour dire, ça y a eu un côté, du coup, un peu frustrant, je pense. Et ça a un peu démotivé, du coup, le reste de la rédaction. Même si, bon, enfin, du coup, c'était normal aussi. Mais c'était pour dire, voilà, au moins, on a tenté de faire des trucs. On a fait des trucs assez sympas aussi. Un truc plus simple qu'on a pu faire plus récemment, c'était un direct depuis le télescope au Chili. Donc là, il y avait des gens qui étaient sur place, des scientifiques vraiment qui étaient au Chili, et qui, voilà, ils étaient avec leur téléphone dehors, et puis ils filmaient un peu. J'essaie de mettre la vidéo, mais tout mon ordinateur a un peu du mal, là. Mais bon, vous voyez au moins l'image du ciel bleu de Chili pendant que, voilà. Et là, on était un peu moins nombreux, donc ça marchait un petit peu mieux, je trouve. Avec toujours donc les commentaires aussi en direct des gens, vu que pour moi, le cœur de Twitch, c'est vraiment l'interaction qu'il y a avec le public, quoi. Et du coup, est-ce que Ciel Espace a arrêté, suite à ces expériences un peu compliquées, a arrêté totalement Twitch, mis en pause C'est très ralenti en tout cas. Après, il y a quelques lancements spatiaux qui ont été suivis. Récemment, ils ont fait du coup le Starship, le lancement du Starship qui a explosé. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est du potentiel un peu gâché quand même, parce que je pense qu'il y avait moyen, en tout cas, de faire mieux. Et typiquement, alors c'est la page d'à côté que j'avais ouverte aussi, mais typiquement le CNES, donc l'Agence spatiale française, eux font des Twitch réguliers quand même. Et du coup, ça marche bien. Quand même.
Et ils mettent quand même un peu plus de moyens aussi, il faut dire. Mais ils ont fait des lives de jeux avec des ingénieurs du CNES, par exemple, qui discutaient voilà, de un truc comme ça. Alors là, récemment, ils avaient fait un déjeuner thématique. Alors, ils les font court aussi, leur live. Là, le live de jeu, il a duré 3h50, vous voyez, mais celui récent, il était à peine 1h30. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, d'ailleurs, là, ce qu'on voit, c'est juste les lives récents, parce qu'en fait, Twitch, au bout en moyenne 14 jours, mais en fait, il y a d'autres, ça peut jusqu'à 60, les lives sont supprimés, parce que forcément, sinon, ça ferait un peu trop... Mais il n'y a pas de replay. Donc. Oui, enfin, le replay, on peut le mettre, on peut enregistrer, on peut mettre un temps fort, par exemple, ou mettre sur YouTube, tout simplement. En général, les gens mettent sur YouTube, ouais, plutôt, parce que c'est quand même plus simple. Il n'y a pas grand monde qui vient revoir, parce qu'en fait, il faut aller sur la page, il faut aller voir les vidéos. Enfin, voilà, c'est un peu long. Ça se trouve pas facilement, c'est pas comme YouTube. Donc le positionnement, c'est que du live. Oui, c'est vraiment fait pour ça, en tout cas, clairement. La suppression des lives, c'est automatique ou c'est... C'est automatique, honnêtement, c'est un peu aléatoire parfois. Parce que normalement, moi, en tant qu'affilié, j'ai droit qu'à 14 jours. Et là, au final, en ce moment, je sais pas, c'est passé un peu plus tard, mais je crois que ça a été amélioré. Mais du coup, c'est un petit peu... voilà, c'est en fonction de comment Twitch trouve que ces serveurs fonctionnent. Ils te préviennent avant de supprimer Non, c'est automatique. Non, c'est automatique. Mais je pense que maintenant, ça a dû passer à 30-60 jours, même sur mon compte. Là, j'ai pas vérifié récemment. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils disparaissent. Sur la durée des lives, est-ce que ça a à voir aussi avec le turnover de l'audience, entre guillemets, parce que même sur les trucs d'1h30, 2 heures, ou qui vont jusqu'à 4-6 heures, c'est quoi les chiffres il y a combien parmi ces gens-là qui vraiment restent de la première à la dernière minute Non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, je pense, quand même, qui arrivent à rester tout le long. Mais effectivement, il y a un turnover aussi. Et ça... Donc, c'est là aussi un intérêt de faire durer. Oui, ça met plus de public. Plus de monde qui passe, même s'il doit rester une demi-heure, 1 heure, 2 heures chacun. En fait, c'est ça en résumé, moi, ce que je trouve intéressant, et justement avec au niveau scientifique, si on peut comparer, mais c'est comme une conférence de quelqu'un qui fait, voilà, ça ressemble à des conférences, sauf que du coup, on peut poser la question assez facilement, au moins la personne l'aura vu, et surtout, on peut repartir quand on veut, ça gêne personne. Enfin, les gens viennent, et puis au final, voilà, ils peuvent être, ils regardent vraiment comme ils veulent. Donc, il y en a qui vont regarder un petit bout, puis ils diront, je verrai la suite plus tard, ou ils arrivent à la fin, puis ils disent, tiens, je reverrai le début. Enfin, voilà. C'est le principe d'une webconf, en fait. Oui. On intervient, on reste, on part. Voilà. Sauf que c'est un peu différent en termes d'interaction, je trouve. Mais ça ressemble un peu, oui. C'est vrai que c'est un peu comme certaines webconf. Parce qu'une webconf, ça va être un truc exceptionnel. C'est pas... Parce que là, ce qui compte, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté de personnel. Enfin, les gens viennent pour la personne aussi. Et ça, c'est vrai qu'une webconf, ça va jamais être la même personne. En général, ça va être des sujets différents. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au levier de fidélisation des followers, à la récurrence des contenus. Est-ce qu'il y a un moyen de communiquer ou c'est parce qu'automatiquement, ils comprennent que vous êtes présent tel jour à telle heure? Ah oui, non, ça, il y a beaucoup de travail à faire aussi sur tout ce qui est communication, du coup, réseaux sociaux. Il y a un onglet programme, là, je le vois du coup sur la page du CNES. Oui, mais ça, personne ne vient dessus, je pense. Je ne sais même pas si le CNES a mis... Oui, voilà. Moi, j'en ai un, mais je crois que là, ils ont mis un truc. Là, voilà, s'ils l'ont quand même programmé, ouais. Effectivement, ils l'ont mis. Parce que là, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, 15h30. Le dernier roulage d'Ariane 5, mais ils n'ont même pas mis le lancement encore, d'ailleurs. Le roulage, c'est la fusée qui va d'un endroit à un autre. Ouais. Mais voilà, là, typiquement, il fallait vraiment aller dessus pour le voir, donc c'est pas un truc qui est vraiment utilisé. En général, les gens, ils le savent parce que typiquement, je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter, le CNES a fait des tweets dessus, ils vont dire, venez, il y a fait le live. Donc en général, ça peut être un peu sur tout, ça dépend de la plateforme, des personnes. Il y en a qui vont faire plutôt sur Twitter, d'autres sur Facebook. Il faut être un peu partout, de toute façon. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte pour pouvoir suivre des lives? Pour suivre la chaîne, oui. Pour voir une vidéo, je pense qu'en général, non. Mais après, j'avoue que moi, ça fait longtemps que j'ai plus de compte. Alors, du coup, j'ai toujours un compte. Mais ouais. On peut regarder, voilà, sans. Mais... Par contre, pour mettre un commentaire, oui, là, il faut un compte. C'est ça surtout. Oui, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. En gros, c'est accessible sans compte, mais dès qu'on tente une interaction, donc on peut suivre, commenter, etc., là, il faut s'enregistrer. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de tracking d'audience. Eux aussi, je pense qu'ils traquent toutes les données, ça c'est sûr. Moi, j'en doute pas en tout cas. Mais après, moi j'ai accès à pas mal de données, si vous voulez, moi je peux le montrer rapidement, mais vous allez voir mes statistiques qui ne sont pas folles quand je fais des jeux vidéo. Mais... je continue à faire des jeux vidéo, moi, du coup, encore des deux, un peu les deux. Je vais lancer ça, puis on verra en même temps. Attendez, j'avais mis c'est l'espace.
Donc voilà, en tout cas, pour le bilan que j'avais eu de l'espace, si je reviens rapidement dessus, c'était... je trouvais ça dommage qu'on ne soit pas mis vraiment à faire un truc régulier. Et je pense qu'on était trop nombreux aussi. Enfin, typiquement, moi, je trouve ça, c'est moi qui faisais la technique, par exemple, mais c'est pas moi qui animais. Et ça, je trouve déjà avoir une différence entre celui qui a la main sur finalement qu'est-ce qu'on montre à l'image. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une seule personne qui fait ça. Et en général, on était trop nombreux. Enfin, parfois, du coup, ça faisait un peu. Il y en a un qui parle pendant que les autres écoutent. Enfin, je trouve que c'était dommage, en tout cas. Tu parles de technique et du coup, tu parles d'équipement. Oui. J'imagine, tu en as parlé au début, mais il faut Oui. quand même un investissement. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Le minimum, vraiment le minimum, c'est un peu ce qu'on fait là, c'est finalement d'avoir une caméra et partager un écran. Ça passerait avec un ordinateur portable. En général, ce serait peut-être pas, voilà, comme là, ça peut un peu apparemment être un peu lent en tout cas, ça serait peut-être pas très fluide. Mais à partir du moment où on peut avoir un vidéo et audio, c'est déjà bien. Par rapport à l'équipement, donc pour resituer par rapport à ce qui s'est été dit avant, donc moi, pour ma part, donc, je suis modérateur d'une chaîne, en plus d'être journaliste aussi, et j'ai pu faire l'accompagnement technique de la personne où je modère la chaîne. Et en effet, évidemment, la connexion Internet, c'est le premier équipement, on va dire, à avoir, puisque si on n'a pas une connexion stable, c'est nécessaire. Mais il y a de plus en plus, parce qu'il y a un marché, évidemment, qui s'est développé au niveau technique dessus. Et il y a des modules, en fait, ils appellent ça des tours, où il y a à l'intérieur ce qui s'appelle une ring light, donc en fait une lumière qui est prévue justement pour illuminer de face, un micro et une caméra HD, donc qui permet à la fois d'avoir un bon son, une bonne image et une bonne luminosité en plus. Et ça, c'est des équipements, on peut les trouver pour 200, 300 €. Et c'est des équipements qui permettent d'avoir une qualité professionnelle à tout point de vue. Donc au final, voilà, on peut partir vraiment de rien en fait, juste un petit micro, comme on peut vraiment investir et comme après on peut se professionnaliser à avoir des studios télé pour certains médias qui sont sur Twitch, mais il n'y a pas forcément de grands investissements à avoir si ce n'est la connexion Internet qui reste le plus... Effectivement. Oui. Non, oui, la connexion Internet, c'est vraiment le truc nécessaire, on va dire, au moins avoir en général la fibre. Et puis l'idéal, c'est quand même d'être en filaire. Même si en Wi-Fi, ça peut marcher si on fait juste un peu de vidéo, des trucs comme ça. Mais typiquement, bon, pour ceux qui font du jeu vidéo sur Twitch, là, ça demande forcément un ordinateur qui marche bien avec le jeu. Et en plus, ça nécessite beaucoup de ressources d'ordinateur pour faire ce qu'on appelle l'encodage. C'est en gros, on envoie toute l'image du jeu, tout le son sur le logiciel de streaming qui, lui, l'envoie sur les serveurs de Twitch. Et ça nécessite un ordinateur. Justement, vous faisiez allusion aux médias. Quels sont les médias qui sont représentés sur Twitch? Oui, alors du coup, il y en avait quelques-uns. Donc j'ai montré, Kness, c'est pas vraiment média, mais c'était aussi une instance. Alors typiquement, voilà, je vais faire une différence, mais j'avais mis un peu les deux. Mais typiquement, il y a Arte, en tout cas, qui est sur Twitch, qui marche assez bien. Mais eux, ils ont du budget quand même, ils font des bonnes émissions. Je vais essayer de mettre... En tout cas, dans ceux que moi, je connaissais bien, il y avait Arte, par exemple, Arrêt sur Image et Sciences et Avenir, qui faisait, pour rester un petit peu dans le côté scientifique quand même aussi. Alors, désolé, je ne l'avais pas ouvert tout à l'heure, alors ça va être un peu plus long. Je vais essayer de relancer aussi... Non, ça c'est mais c'est mon ordinateur, je pense, qui a un peu de mal. Comme il y a le partage d'écran en même temps, du coup, il a... On va essayer de mettre un peu en même temps. Pendant ce temps-là, de toute façon, j'avais 2-3 trucs. Qu'est-ce que je pouvais montrer? Oui, après, moi, j'ai commencé à faire quand même d'autres formes aussi, quand même, de contenu qui ne soit pas que du jeu vidéo, justement. Et pour faire un petit peu de contenu typique, un peu journalistique, parce que finalement, il y a des gens qui venaient sur ma chaîne et qui discutaient un peu de science, parce que parfois, on discutait forcément des actualités, t'as vu tel lancement, etc. Puis au bout d'un moment, ça fait des petits débats. Alors, au début, il y a 2-3 personnes, alors ça ne discute pas beaucoup, mais dès qu'on est avec une dizaine de personnes, forcément, ça commence à faire des petits débats parfois. Et j'avais fait un concept, par exemple, sur un site qui s'appelle Reddit, où je parlais un petit peu d'actualité. Alors ça ne marche pas trop, je vais le laisser en image fixe. Ça, c'est une des émissions que j'ai pu faire récemment. Donc, vous voyez, j'ai un truc qui fait le contour de ma tête, là. Et je parlais, voilà, typiquement d'actualité, un petit peu comme celui que je montrais tout à l'heure, de montrer des trucs qui m'ont plu sur Internet. Au final, je fais un truc, on fait vraiment, ce qui est bien, c'est comme disait le côté radio libre, c'est on peut faire un truc à sa sauce, avec les gens qu'on sait aussi qui seront là sur le public. Donc, c'est un peu une interaction qui est un peu dans les deux sens. On offre quelque chose et les gens, en même temps, vont peut-être aussi proposer des idées, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était juste un petit contenu que j'avais commencé à faire il y a peut-être 1 an ou 2, juste pour rajouter quand même un petit côté discussion d'actualité où c'est vraiment, là je suis pas en train de jouer, je suis vraiment en train de parler, quoi. Ça galère complètement. Et un autre contenu que j'ai fait aussi, c'est que j'appelle l'invité JS, donc l'invité journaliste scientifique, où là aussi je restais dans le domaine journalistique, encore un petit peu
balbutiant, on va dire, mais j'ai invité d'autres journalistes scientifiques, peut-être un jour, mais, bon. Mais en tout cas, voilà, de faire pour qu'ils puissent de discuter, en fait, parler de leurs expériences. Au début, je m'étais dit, moi, j'avais fait une émission aussi tout seul où j'avais parlé un peu comme ce que je fais là au final, avec le public que j'avais, en tout cas, de mon parcours. Et après, voilà, j'ai commencé à inviter d'autres personnes. Donc, typiquement, là, j'avais pu parler avec un des rédacteurs en chef de C'est pas sorcier du Monde de Jamy, donc Bruno Bûcher. Et voilà, du coup, c'était quand même assez intéressant d'avoir. On pouvait montrer en même temps en direct. Parce que c'est ça que je trouve génial, c'est par rapport à une webconf ou. C'est un peu comme une webconf ou une conférence, mais là, c'est moi qui ai la main sur vraiment tout ce qui passe à l'image. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant. On peut mettre n'importe quel son, on peut mettre n'importe quelle image. On peut mettre. Bon, après, sur YouTube, par contre, ça marchait plus. Le Monde de Jamy sont fait virer. Mais, mais en tout cas, on peut trouver n'importe quelle vidéo, la mettre à l'image. On peut mettre des sondages pour que les gens puissent voilà, répondre à des questions, des prédictions. Est-ce que vous pensez, par exemple, où est-ce qu'il a fait ses... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a travaillé, par exemple, c'était pas avec lui, mais j'avais fait un sondage, par exemple, avec une autre journaliste. Est-ce qu'elle a travaillé avec plastique et caoutchouc ou, je sais pas, boulangerie, pâtisserie. Enfin bref. Alors que c'était bon. Comme ça, les gens pouvaient... Ça amenait un petit peu de voilà, une forme interactive pour parler de certains sujets. Et je me dis que justement, je vais peut-être pas assez loin de faire ça pour le contenu scientifique aussi, mais voilà, c'est des questionnements du genre. Donc ça, c'était juste un autre contenu que j'avais pu faire et qui avait quand même pas mal plu aussi, de faire un petit peu voilà, des trucs comme ça. Bon là, c'est un replay que j'avais mis sur Twitch. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le potentiel. On peut discuter avec la personne et montrer... on peut passer, voilà, vous voyez, d'un gros plan, on peut passer sur... on peut montrer des épisodes de C'est pas sorcier, des trucs comme ça. Il avait pu me montrer, par exemple, je sais pas si je l'ai là, mais un vieux manuel aussi qui restait avec les images et tout, les maquettes, etc., tous les croquis. Enfin, bon, voilà, c'était des trucs assez... J'ai bien aimé faire ce format-là, en tout cas. Et c'est pas des choses que j'aurais pu faire si je n'avais pas été sur Twitch, du coup. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et pour préparer un live, ça te prend du temps, il faut réfléchir au contenu que tu vas plugger sur la plateforme pour le diffuser en live. Oui, à peu près, ouais. En tout cas, au moins, quelle vidéo préparer en amont, des choses comme ça, c'est sûr. Mais après, j'essaie de ne pas me mettre autant non plus, parce que je me dis, c'est pas mon travail, je ne suis pas beaucoup rémunéré pour ça. En ordre de grandeur, je gagne quoi, 10-15 euros par mois pour l'instant, et encore, ça a déjà bien évolué par rapport au début. Mais parce que je ne suis pas du genre à trop en faire non plus, j'ai pas envie non plus de dire aux gens, donnez de l'argent, sinon je fais rien. J'essaie de le dire, plus je fais de contenu, par contre, scientifique, et plus j'essaie de dire, bon, là, par contre, j'ai besoin d'un soutien parce qu'il faut un peu d'équipement, des trucs comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a certains créateurs qui ont recours à des plateformes comme Tipeee, Ulule ou des choses comme ça pour du financement participatif, pour dire j'ai envie de faire telle émission, tel projet sur tant de temps, si vous vous engagez, comme ça peut exister sur YouTube, voilà, Ouais. vous serez dans les contributeurs remerciés ou des choses comme ça. C'est ça, il y a ça aussi qui fait... en fait, oui, de toute façon, tout existe. Après, chacun fait vraiment comme il veut. Moi, j'ai un truc, j'ai fait un compte Ko-fi aussi quand même pour... si jamais il y a des gens qui ne veulent pas payer pour Amazon. Ko-fi, c'est pareil, c'est un truc qui... le thème et la thématique, c'est offrez-moi un café, donc je leur donner 2 euros, et puis voilà. Mais du coup, voilà, c'est des petits trucs et on peut toujours récompenser quand même les gens après coup. Mais ça, c'est vraiment, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Après, il y a des gens qui font des streams qui ne sont pas du tout scientifiques, qui sont juste à filmer en train de manger et qui gagnent plein d'argent. Hein, mais... mais après, voilà, comme je disais, c'est une interaction avec son public, quoi. Donc, vas-y. Par rapport à la fois aux questions précédentes sur quelles médias sont sur Twitch et sur est-ce qu'il y a des campagnes de financement participatif, en médias, on peut aussi noter Le Figaro ou Brut, France Info qui sont dessus. Et là, je profite d'un petit moment pour leur donner une plateforme. En ce moment même, là, il y a des anciens du média jeux vidéo Gamecult qui, pour le rappel, se sont fait... jetés comme des malpropres par Reward, notamment. Et donc, voilà, il y a eu une grosse vague de départ semi-volontaire, on va dire. Et là, donc, certaines personnes de l'équipe sont en train de lancer Origami, qui va être un nouveau média qui est en train de se lancer et qui lance une campagne de financement participatif. Et ce sera un média chaîne Twitch. Leur modèle, en fait, actuellement, c'est de se dire, on va lancer... alors, je crois qu'il y aura une matinale, notamment Gotos, là, je suis en train de voir. Et donc, tout leur modèle, en fait, de base, c'est de récolter d'abord des fonds pour monter un plateau télé, etc. Je crois que là, ils sont à 150 000 € ou quelque chose comme ça. Et donc, vraiment, leur modèle d'origine, c'est de se dire, on va être un média pour Twitch, sur Twitch, et ensuite se lancer dans des podcasts, dans des choses comme ça. Donc, il y a
il y a ces initiatives aussi qui sont en train de se monter. Ah, ça, ouais. Ils font cette campagne participative sur quelle plateforme? Je crois que c'est Ulule. Ouais, c'est Ulule. Ok. Ouais. Et avant ça, il y avait eu Backseat, du coup, qui avait fait à peu près la même chose, Oui. c'est ça? Là, pour Jean Massier, c'est ça, pour Ouais. le journaliste politique, en tout cas. Parce que oui, du coup, moi, c'est vrai que je m'intéresse plus aux journalistes scientifiques, forcément, mais il y a aussi jeux vidéo, ça, je connais pas mal aussi les équipes de divers médias. J'avais fait aussi des lives en commun avec Canard PC, qui est aussi un média qui était très papier à la base, donc vraiment un magazine, et qui s'est lancé sur Twitch et qui maintenant, je pense que c'est une bonne partie de leurs revenus et de leur exposition, parce que du coup, c'est ça aussi, c'est pas que... c'est ça que je voulais aussi initier pour aussi l'espace, c'est que je trouve que ça intéressera toujours les gens d'avoir un magazine papier, mais par contre, il faut aussi que les gens sachent qu'il existe, et c'est ça qui est aussi compliqué à faire valoir. Et comme pour rebondir là sur, effectivement, Gotos, c'est une chaîne, je l'ai juste mis de côté, parce qu'il a quand même 31 000 followers, donc 31 000 suiveurs. Donc moi aussi, j'allais sur ses lives où il y a pas mal de monde en général, il a quand même plusieurs milliers, enfin 1000, 3000, je sais plus trop combien les matins. Et je pense que s'il y a eu du succès pour la campagne aussi d'Origami de son nouveau média, c'est grâce à ses lives aussi et l'audience qu'il a quand même. Le fait qu'il a fidélisé des gens et que les gens se disent c'est quelqu'un qui fait du bon contenu, donc j'ai confiance, du coup là ils sont prêts à payer. Alors que si c'est quelqu'un qui viendrait en mode regardez, croyez-moi, j'ai du bon contenu, forcément les gens ils n'ont pas intérêt. C'est ça, voilà. Donc, on voit qu'il a 31,5 de followers. Oui. Ce ne sont pas tous les gens qui contribuent financièrement. Non, ça c'est juste ceux qui suivent la chaîne. Mais vous voyez, au final, il fait partie. Enfin, c'est vrai qu'au final, individuellement, ils n'ont pas tant de monde qui les suivait. Et ils ont quand même récolté 150 000, là, effectivement, pour l'instant, en quelques jours. Là, donc, ça montre que quand même, le fait qu'ils aient été déjà connus avant et que lui continuait typiquement sur Twitch, ça a permis de fidéliser une audience, ça marche. Et du coup, sur ce projet-là, ça va être quoi leur ligne éditoriale? C'est d'être assez. Je n'ai pas trop suivi dans le détail, j'avoue, toute la ligne éditoriale, mais en tout cas, c'est d'être indépendant et de faire ce qu'ils veulent et d'être assez. Ils veulent pas faire que du jeu vidéo, j'ai vu, mais j'ai pas été voir dans tout le domaine. Ah oui, donc oui, ils sont quand même plutôt culture jeux vidéo. Oui, ça va être culture, un peu, ouais. Je pense qu'ils veulent parler, à mon avis, beaucoup de la politique autour, des trucs comme ça, tous les débats. Bon. Donc ça, c'est voilà, ça c'est pour celui-ci. Après, il y avait Arte, donc Arte, ils marchent bien aussi. Ça marche bien aussi, s'il te plaît. Voilà. Arte, 60 000. Au final, voilà, Arte, c'est quand même Arte, ils ont à peine, même pas 2 fois plus qu'un gars qui est juste dans le jeu vidéo. Donc, on voit quand même la différence entre les deux. Alors, Arte, en général, je rate leurs lives parce qu'ils sont le soir et puis je ne suis pas beaucoup sur les, sur les lives le soir, mais bon. D'ailleurs, Gotos était invité aussi, je faisais une émission d'ailleurs aussi avec Arte. Donc, après, parfois, ça donne un peu le sentiment, peut-être petit monde, c'est vrai que tout le monde se connaît un peu, je pense, dans le domaine quand même. Il n'y a pas, comme on disait, il n'y a pas énormément de monde non plus sur Twitch, ça reste assez émergent aussi. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que la chaîne Arte a réussi à bien se développer et à fidéliser une audience aussi d'ailleurs. Et Arte, ils font du contenu exclusif beaucoup ou c'est de la diffusion de ce qu'ils peuvent envoyer sur leur chaîne? Non, c'est exclusif, hein, parce que c'est vraiment des trucs où il y a des gens qui viennent et ils discutent en direct. Encore une fois, l'idée c'est l'interaction, sinon c'est... Donc tout ce qui est présent sur la chaîne Twitch d'Arte n'a pas été diffusé du tout. Ah, ça je pourrais pas dire tout, vraiment, parce que j'avoue, j'ai pas tout, j'ai pas vraiment... Sur leurs réseaux sociaux, mais je crois pas sur le site ou la chaîne. J'essaie de voir, mais là on voit un peu le replay justement qu'ils avaient fait, mais on voit que c'est du contenu où ils discutent. Il y a ma tête devant, quoi. Vraiment, ils ont vraiment un petit format plateau. Et il me semble qu'effectivement, ça passe même pas du tout. Après, voilà, c'est un truc de 3 heures. Vas-y. Si tu connais bien Arte, vas-y. Mais non, au-delà de l'Arte, mais c'est vrai que je m'étais beaucoup renseigné sur les médias présents sur Twitch. Et donc, j'évoquais avant, par exemple, France Info ou Le Figaro, etc. Et en fait, on se rend compte, ça a été un des premiers, mais finalement, en fait, ils ont fait à peu près la même expérience que pratiquement tous les médias français sur Twitch, à savoir, comme tu disais au début, ils se sont lancés en fait en se disant, il y a une nouvelle plateforme, on va essayer de l'exploiter, mais sans penser forcément pour Twitch. Et en fait, on se rend compte que très vite, ils ont freiné des cas de fer en constatant en fait qu'ils n'ont pas investi les bons moyens. Et les seuls à encore bien continuer, notamment Arte, c'est ceux justement qui pensent dès l'origine à faire du contenu pour Twitch, pensé pour Twitch, et pas juste une rediffusion, parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que ça ne marche pas, en fait, simplement. Et c'est là où Arte a trouvé le bon modèle, en fait, c'est de se dire... on comprend les codes de Twitch, on va aller dessus, on va faire du contenu vraiment exclusif pour ça. Et notamment, là, il y a marqué en bas jour de play, qui est une de leurs émissions, donc un petit peu jeu vidéo aussi, parce que, enfin voilà, ils s'adressent en fait à la communauté qui est dessus, et c'est une émission hyper suivie sur Twitch.
mais qui est affilié à Arte, parce qu'ils ont vraiment pensé à le faire pour la communauté qui est dessus et à s'adresser aux gens dessus, et pas juste avoir une communication descendante de dire voilà ce qu'on propose et débrouillez-vous avec ça, quoi. Donc Arte a une approche transmédia en fait, produit des Ouais, contenus tout à fait. adaptés Ouais. Avec une équipe, avec des supports, et tout à fait. Ouais. Parce qu'après, ils font pareil pour TikTok, ils font pareil pour Oui, chaque plateforme, mais ils font du sur-mesure. Après, ça marche. Après, on pourra toujours voir quelle est l'audience par rapport à l'audience d'Arte au quotidien, c'est sûr. Mais n'empêche qu'au moins, ça permet déjà d'être présent et ça me permet aussi de ramener d'autres personnes sur la chaîne Arte quand même. Et puis après, bon, Arte, c'est un peu différent vu que c'est pas un média qui a vraiment besoin de survivre. Enfin, peut-être on verra dans le long terme, mais en tout cas, ils ont déjà une forme de subvention. Oui, mais peut-être qu'Arte, justement, ça leur permet de ramener un public un peu plus jeune, parce que Arte est quand même assez une typicité, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est assez fou. Enfin, après, c'est pas étonnant parce qu'Arte, c'est vrai qu'ils ont quand même des bons contenus, certaines séries qui s'adressent quand même aussi aux jeunes. Non, mais pas que. Voilà, ils se disent pas, bon, on donne pour 50 ans et plus. Clairement, il y a du contenu qui est quand même pour tous les âges. Donc, Et ils ont débuté par le jeu. non, ils ont fait au début, non, ils ont fait, je pense, quelques émissions un peu en tout genre, justement. Ils font aussi des musicaux, etc. Enfin, tout ce qui est un peu culturel, en tout cas, c'est un petit peu. Mais forcément, ils font du jeu vidéo, vu que sur Twitch, c'est déjà la plateforme où il y a déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer Science et Avenir, effectivement, qui n'a pas forcément les mêmes enjeux aussi qu'Arte, et peut-être nous en dire plus, avant que c'était peut-être prévu, sur toi, ce que tu identifies comme limite en tant que journaliste sur la plateforme aujourd'hui, qui est encore toute naissante, mais ça donne une idée. Parce qu'il y a plusieurs questions en soi, du coup, mais effectivement, en fait, moi, je regroupe toujours tout avec, de toute façon, tout ce qu'on disait tout à l'heure, de bien identifier la plateforme. Et typiquement, avec Si l'espace, je trouve que ça a été un peu l'erreur, peut-être, ça n'aurait pas été les codes, je pense. Il y avait un côté un peu, enfin, juste s'identifier en tant que Si l'espace et faire des lives comme ça et donner du contenu. C'est un peu, du coup, ce que fait d'autres médias comme Science et Avenir, mais au final, ça ne marche pas énormément. Je trouve que ce n'est pas extrêmement efficace. Il y a Arte qui arrive, et encore, comme je disais, ça pourrait être un peu plus, hein, mais bon, après, ils font des choses comme ça. Il y a Arrêt sur Image aussi, j'avais me coter, là, ils avaient fait une émission aussi il n'y a pas longtemps. Mais Arrêt sur Image, justement, je trouvais ça intéressant parce qu'eux, ils ont une chaîne, et en fait, c'est beaucoup, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Loris Glémard, je crois, mais c'est le rédac-chef, c'est lui-même, en fait, qui fait les lives, et du coup, il discute avec les gens. Donc là, en fait, d'un coup, les gens, ils ne viennent pas pour parler avec Arrêt sur Image, ils viennent pour parler avec cet individu-là. Et ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Twitch, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas, voilà, comme on disait, le Figaro, au final, les gens, ils s'en fichent un peu d'aller voir le Figaro, ou n'importe quoi, même juste Arte, au final, je pense que les gens s'en fichent un peu de juste venir voir Arte, mais ce qu'ils aiment bien, c'est voir soit du contenu très intéressant comme Arte, avec c'est très léché, il y a des belles formes, etc. Ils ont des bons invités, etc., qui sont du domaine de Twitch, ou alors de voir quelqu'un vraiment pour discuter avec lui et bien le connaître. Et donc ça, typiquement, l'exemple numéro 1 en France, je pense que c'est quand même Samuel Etienne. Donc lui, il a 585 000 quand même, followers. Donc vous voyez, alors que c'est Samuel Etienne, il a plus de gens que France Info, par exemple. Je ne sais plus combien ils ont, France Info. Justement, je ne l'ai pas ouvert là, puis je vais pas galérer. Mais ce que je trouve assez intéressant, voilà, juste pour résumer, c'est ça, c'est de se dire, Samuel Etienne, quand il passe sur la chaîne France Info, au final, il y a moins de monde que Samuel Etienne tout seul, quoi. Donc c'est ça qu'il faut se dire, pourquoi en fait. Et c'est ça qui, pour moi, c'est le cœur du sujet avec Twitch, c'est qu'il y a une interaction, les gens, ils aiment bien voir quelqu'un, ça fait plus naturel forcément, il est juste chez lui, il parle. C'est pas genre, regardez, on a un beau de plateau, on va vous présenter les informations. Enfin, forcément, ça se met un peu sur un autre niveau, quoi. C'est ça la différence pour moi, en tout cas. Bon. Donc après, pour Science et Avenir, effectivement, c'est vrai que je dévie toujours du sujet. Et Science et Avenir, eux aussi, font du coup pas mal de trucs. Du journalisme, ils font un peu d'interviews aussi. Alors du coup, leurs vidéos sont supprimées, donc là, on ne les voit plus. Mais voilà, ils ont quand même 6300 followers, ce qui est pas mal. Je ne sais pas s'ils ont mis en replay. Là, en ce moment, il n'y a plus rien. Du coup, ou alors, ils ont laissé que ça. Donc, vous voyez, là, eux, ils n'ont même pas mis de trucs de côté, donc forcément, tout a un peu disparu. Mais en tout cas, ils font des contenus. Là, il y a juste un clip. Les clips, ça, c'est un truc où les gens peuvent juste garder pendant juste les 30 dernières secondes ou dernières minutes. Ça pareil, ça vient des jeux vidéo, parce que s'il y a un truc marrant dans un jeu, les gens, ils faisaient hop, ils clippent ça, et ça permet tout de suite de revoir, de garder en mémoire un truc marrant qui s'est passé, quoi. Bon. Voilà, c'est ça. Soit une belle action sur quelqu'un qui a très bien joué, soit un truc drôle qui a pu se passer. Et c'est depuis la plateforme, tu as la fonction, tu rends juste le truc. C'est ça. Alors, je ne sais pas si je pourrais pas montrer de live en direct, parce que ça... Mais en tout cas, oui, il y a un bouton spécial, que ce soit sur mobile ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas vu ta partie statistique. Ah oui, oui. Chargée.
Ok, tu vois. Bien évité, mais... J'ai essayé. Alors, moi, je suis à 621 followers, hein, donc c'est pas non plus. Non, mais c'est déjà pas mal, ça a mis du temps. Et puis 10 abonnés, là, oui. Même typiquement, on a accès à énormément de choses, en tout cas. Ça, au moins, c'est quand même bien. Mais ça, YouTube fait pareil, parce que du coup, j'ai des trucs YouTube aussi. J'essaie de voir si ça charge. Là, typiquement, sur le dernier mois en cours, par exemple, ça va mettre un peu, voilà, les derniers lives. Chaque barre, en fait, ça, c'est un live que j'ai pu faire, en tout cas, une journée. C'est la moyenne sur une journée. Donc, c'est pas énorme, hein, mais bon. Mais après, ça dépend des lives que je fais. Il y en a où ça monte un peu plus. 19 en moyenne ou 16 en moyenne. Moi, je me dis, c'est quand même pas mal. J'imagine une salle avec 19 personnes, c'est pas mal, je me dis. Mais après... Oui, on voit le revenu, voilà. Bah, là, on a moins $20, donc c'est pas... Et pas trop est-ce mal, que après. tu as les adresses IP des followers? Ah non, non, quand même. Enfin, peut-être que bon, Twitch doit les avoir, mais moi, je les ai pas. Et est-ce que tu retrouves des personnes, est-ce que tu as une audience fidélisée? Ah oui, oui, assez, oui. Il y en a qui sont depuis le Ok. début, certains en tout cas. Et qui suivent jusqu'au bout tes lives? Ouais, en général, bah, après, ils le disent, mais c'est ça qui est intéressant. Il y en a qui arrivent, ils disent bonjour. Et puis, enfin, déjà, c'est ça qui est intéressant d'avoir juste quelqu'un à dire bonjour, surtout quand on est journaliste pigiste. D'ailleurs, ça, j'ai pas trop parlé de ce point de vue-là, mais quand on est tout seul, il y en a qui vont faire du coworking. Bon, moi, je fais du stream, du coup, parce que ça me permet de voir des gens, de discuter en tout cas. Mais après, non, il y a des gens qui viennent parfois juste, voilà, ils vont juste arriver dire bonjour et puis c'est tout. Ils diront rien d'autre. Il y en a qui viennent et qui disent rien du tout, hein. D'ailleurs, il y en a qui peuvent regarder comme ça tranquillement. Voilà, c'est ça. Dis-leur. Sans rien, ouais. Sans rien. Mais qui participent quand même à la chaîne. Donc mais bon. Et oui, puis après, il y en a qui vont. Oui, après, il y en a qui ils vont rester là, ils vont discuter, puis après, ils vont dire bon, je dois y aller, de faire à manger, ou des trucs comme ça. Enfin, bref, c'est vraiment, ça raconte sa vie, quoi. Est-ce que tu as déjà eu une sorte de dérapage parce que justement, l'intérêt du discuter en live, c'était déjà arrivé d'avoir une situation qui ne s'est pas trop contrôlée? Pas trop contrôlée, bah, pas tant que ça. J'ai jamais eu vraiment ça. C'est ça, oui, ça, à la limite, c'est vrai que ça te des trucs, ouais. Parce que les modérateurs, justement, alors pour résumer un peu le rhum, là, en tout cas, c'est des gens qui vont suivre le live et qui, justement, donc en général, c'est ceux qui vont être assez là pendant tout le long. Enfin, on va plutôt choisir ceux-là quand on est streamer et qui vont pouvoir justement directement supprimer un message, bloquer quelqu'un, enfin voilà, modérer, donc effectivement faire attention à. Ça peut être des trucs basiques, typiquement jouer à un jeu et ne pas vouloir qu'on nous raconte la fin du jeu, par exemple, ou ça peut être bien sûr tout ce qui est insulte, des trucs comme ça. Mais bon, ça vient forcément avec les chaînes extrêmement. Avec beaucoup de monde, typiquement Samuel Etienne, il doit avoir pas mal de petits modérateurs ou toutes les grandes chaînes en général ont quelques modérateurs. Alors justement, je peux partager une anecdote par rapport à ça. Donc moi, je modère une chaîne qui, pareil, doit avoir 3 à 4 viewers en moyenne sur des lives, donc pas une grosse chaîne. Mais en l'occurrence, c'était sur un jeu narratif autour c'était une sorte de simulateur de truc romantique, on va dire, LGBT. Et en fait, un des hashtags pour le jeu, pour retrouver en fait le jeu, donc c'était LGBTQIA+. Et on a eu un raid en fait de fascistes, hein, disons-le, qui en fait simplement avec le hashtag, sans même être une grosse chaîne, était arrivé en masse en fait pour publier des insultes, voilà. Et donc nous là, c'était notre rôle de modérateur de tout supprimer, etc. Et en fait, dès qu'on bannissait en fait certains comptes, parce qu'on peut bannir des comptes qu'on estime comme problématiques, ils recréaient en fait des comptes derrière. Et en fait, ça a été un travail pendant à peu près 1 heure de filtrer tous les contenus, filtrer les commentaires, etc. Donc ça peut arriver aussi sur des petites chaînes parce qu'il y a cet aspect en fait de recherche, de référencement, où parfois certains groupes vont se dire on va pendant une soirée chercher sur ces thématiques les gens qui publient, et donc ça peut arriver. Et là, en effet, c'est aussi tout le rôle des modérateurs en fait de protéger aussi le streamer ou la streameuse, qui puisse faire son live tranquillement, qui puisse continuer son travail, et nous, on va dire un peu dans l'ombre, on va dire, pouvoir faire en sorte de tout filtrer et que ça se passe le mieux possible, à la fois pour le streamer et pour les viewers aussi, parce que c'est tout l'intérêt. C'est vrai, quand même des gens assez horribles un peu partout, c'est sûr. Oui, partout, partout le monde, on peut s'imaginer bien sûr tout un tas de choses. Après, voilà, c'est vrai que c'est sur certaines thématiques, effectivement, il y a des gens qui vont cibler. Moi, on m'a jamais ciblé juste pour la science, par exemple, mais bon, jamais eu de raid de platiste. Mais bon. Non, c'est vrai. Et l'opération pour modérer, elle est simple ou pas
Enfin, c'est rapide ou pas Oui, c'est bien. disons, c'est simple dans le sens où c'est juste, il y a un commentaire qui apparaît, on clique sur une petite option pour dire supprimer ce commentaire, bannir cet utilisateur, etc. Après, ce qui est plus compliqué, c'est en fonction de la proportion, en fait, il faut pouvoir tout filtrer, être attentif, etc. Mais c'est là où on parlait de valorisation des viewers, des utilisateurs. Il est possible pour un streamer, en fait, de désigner un spectateur récurrent, quelqu'un qui commente souvent, en tant que modérateur. Et en fait, lui dire, est-ce que tu veux être mon modérateur? Certains rémunèrent leur modérateur. Il y en a, c'est un travail à temps plein pour les grosses chaînes, en effet. Mais comme certains, en fait, bénévolement, veulent bien faire ce travail. Mais en effet, ça peut prendre du temps en fonction de la proportion, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'expérience, pas de ça, enfin, la modération, mais avec Bastille Espace. Mais ça, on a eu une mauvaise expérience avec... C'était la première fois qu'on faisait l'atterrissage, en tout cas, de Persévérance sur Mars, un rover. Et on était, avec Espace, on avait tenté de faire en fait des lives en même temps sur Twitch, Facebook et YouTube. Et du coup, on s'est pris plein de commentaires sur YouTube de marabouts qui mettaient leurs pubs. C'était assez horrible. Ça mettait des gros pavés de trucs parce que bon, au début, j'avais mis un peu forcément le chat sur l'écran. Et voilà. Ça, c'était mais c'est moins grave que ceux qui font voilà, des raids plus haineux, on va dire, en tout cas comme ça. Bon. Mais après, je sais, en fait, plus on a de gens qui suivent la chaîne et plus on va avoir de rôles de modérateur à attribuer. Quand on est au début, on peut en avoir peut-être qu'un ou deux. Et après, ça monte progressivement, quoi. Donc là, ce Etienne, je sais pas, il n'était pas en live d'ailleurs aujourd'hui. Je n'ai pas vu. Mais en tout cas, ouais. Mais lui, par contre, oui, voilà, quand il fait des lives, vous voyez, il est juste chez lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses lives Samuel Etienne. C'est assez intéressant. Bah oui, mais enfin, lui, ça a été vraiment le premier à se lancer dessus. Et au début, les gens, je pense que la communauté de Twitch, d'ailleurs, a eu un peu peur de son effet, enfin, parce que c'est à partir de lui aussi qu'il y a pas mal de médias qui sont venus. Et je pense que de toute façon, il y a déjà eu une méfiance de base de se dire, ça y est, les médias, ils vont arriver avec leurs gros sabots en mode télé. Et ça, au final, de toute façon, ça marche pas. Hein. Comme on a vu, il y a Carté qui a réussi. C'était en 2020 aussi. Je ne sais plus si c'était pas septembre 2020, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Je me souviens qu'en tout cas, moi, j'avais quand même proposé à Ciel Espace juste avant. Donc, au moins, je veux dire, on en avait quand même. On n'est pas venu, mais du coup, on a peut-être dû passer dans l'esprit des gens comme si on était dans le même courant que Samuel Etienne. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités IA là-dedans? Ah non. Enfin, après, ce serait quoi Il y a des gens qui font des trucs avec de l'IA, mais alors ça, c'est autre chose. Mais... D'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, le truc. Il y a ma tête de monde. Alors là-dessus, moi j'ai une question, je ne suis vraiment pas sûr que c'est la réponse, mais c'est une considération très personnelle. Est-ce qu'il existe un système de traduction automatique? Par exemple, si toi tu voulais un système qui te permettrait de sous-titrer ton live en anglais. Il y a des extensions. Alors ça, c'est des trucs avec sur ordinateur. En tout cas, on peut faire ça, des extensions qui rajoutent des sous-titres, en tout cas. Pour traduire, par contre, je ne sais pas si Twitch le fait toi-même. Mais après, en fait, c'est ça qui est bien avec les lives, c'est que plus on a de niveau technique derrière et plus on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui savent faire pour faire en sorte que leur chat, par exemple, soit traduit un peu en direct. Mais ça, voilà, c'est des trucs un peu avec... Il y a des systèmes, en fait, avec on appelle ça des bots aussi, qui sont sur le chat. Donc, ça va apparaître un petit peu comme si c'était quelqu'un qui commentait, mais c'est une IA, donc c'est un truc qui va juste dire, par exemple... Ça peut être des messages enregistrés, du truc, par exemple, ne manquez pas la semaine prochaine, tel live, ou juste répondre à quelqu'un qui a posé, voilà, qui vient d'arriver en disant bonjour, des trucs comme ça. Enfin, des gens font un peu ce qu'ils veulent. Il y a plein de contenus en fait qui se développent à ce niveau-là. Mais après, de l'IA vraiment en mode ChatGPT ou trucs comme ça, pas encore. Mais il y a des gens, bon, là, je voulais voir s'il était en live, mais il n'y est pas. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui a fait cette semaine, enfin, ça fait une semaine que j'ai vu ça, Jésus en live. Enfin, c'est un Jésus qui, enfin, c'est quelqu'un qui s'est filmé un peu en mode Jésus, je sais pas ce qu'il a pris comme vidéo. Et avec de l'IA, du coup, ça anime soi-même ses lèvres, ça lit des questions du chat et ça répond avec la voix un peu en mode Jésus et ici des trucs de la Bible. Enfin, voilà. C'est pour dire, voilà, les trucs qui marchent. Donc, voilà. C'est la croix qui s'est lancée sur Twitch, en fait, du coup. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, mais du coup, tout existe. Hein. Après, j'ai des chaînes, on voit même que chez Vanessa. Mais... Je ne sais pas si celle-là marquera. Mais... J'ai 3 chaînes d'animaux, là. Ah oui, après, je peux parler de ça, mais alors tout le contenu qu'il y avait dans Twitch, hein, donc là, vous voyez un petit peu, il y a le nom des chaînes, donc en blanc, et en dessous, c'est la catégorie dans laquelle ils streament. Donc là, par exemple, celui en dessous, là, c'est un jeu vidéo, Crusader Kings 3, ou alors là, Final Fantasy.
Discussion, c'est celui que j'avais montré au tout début, c'est juste parler tout seul. Et après, il y a plein d'autres trucs. Il y a des animaux, par exemple, qui peuvent être aussi des lives d'animaux. J'essaie de le faire lancer, mais ça marche pas. Mais c'est par exemple un live où on voit juste des loutres dans un bassin. Il y avait quelqu'un qui avait mis aussi des canards et quand les gens payaient, du coup, ça actionnait un truc pour que ça donne à manger aux canards. Bon, enfin, toutes les idées, du coup, potentiellement marchent après sur Twitch. Mais bon, là, on n'est plus trop dans le journalisme. Et du coup, sur le journalisme, que ce soit des journalistes comme toi ou des médias, tu dirais que c'est quel format qui est le dominant, le plus populaire? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de revues de presse. Alors justement, il y a un peu... moi, j'essaie justement d'innover aussi. Alors là, je ne sais pas si comment ça marchera pendant que ça charge les loutres. Alors justement, j'étais un peu invité pour ça, vu que Thomas m'a repéré grâce à ça, mais j'avais fait un nouveau concept. Donc, comme je disais, au final, au fil de la réflexion, et bien sûr, ma vidéo, c'est fini, alors il faudra que je la recharge. Genre même ma tête est figée, quoi. Bref. En tout cas, comme je disais, je m'étais dit, voilà, j'avais un peu abandonné finalement l'idée de toujours attendre finalement d'être payé vraiment pour ça par des plateformes. Et puis au final, je me rendais compte que ça marchait pas vraiment, en tout cas comme ça. Donc du coup, j'essaie de faire de plus en plus de contenu journalistique. Et je me suis dit, je vais lancer un concept. Moi, en tant que journaliste scientifique, j'aime beaucoup faire des interviews assez longues avec des chercheurs que j'enregistre. Donc moi, j'ai toujours des vidéos comme ça de mes entretiens et je revois pour les articles. Et je me disais, pourquoi pas après tout juste faire ça en live. Et du coup, j'ai proposé un concept qui s'appelle Quoi de neuf chercheur, où j'interviewe vraiment un scientifique sur un sujet d'actualité. Donc là, typiquement, il y en a un qui était sur l'hydrogène naturel, j'avais fait la vidéo il y a un mois. Et là, du coup, elle marche bien parce qu'en ce moment, on en reparle un peu. Mais du coup, voilà, c'était un concept où j'ai fait venir du coup sur le live, donc juste en vidéo sur Skype ou Zoom. Donc là, regardez, c'est chez moi. J'ai mis science, il y a science et technologie aussi, justement. Je vais les montrer, mais là, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, les catégories, c'est pas non plus. Ouais. Mais en fait, à la base, c'était les catégories pour les jeux. Là, sur Twitch, c'était chaque jeu. Et après, ils ont rajouté des catégories comme ça. Mais bon, science et technologie, c'est très vague. Après, il y a beaucoup de gens qui vont juste faire de l'informatique ou des trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc moi, je suis allé faire un truc. C'est passé pour pas qu'on voit juste ma tête. Et après, typiquement, j'invite sur une conversation Zoom ou Skype un chercheur, donc là, un géochimiste. Et puis comme ça, hop, on pouvait parler en direct je montre un peu l'image que je veux. Donc là, par exemple, il y avait un schéma. Et comme ça, hop, il peut présenter la chose. Et contrairement à une conférence, donc il y a des questions en direct. Et c'est moi qui fais, en tant que journaliste, je trouve que c'est moi qui choisis lesquelles dire en priorité, etc. Donc c'est encore un truc un peu balbutiant. Je n'ai fait que 4 pour l'instant d'émissions comme ça. Mais ça avait l'air de pas mal intéresser. Et ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Oui, du coup, oui. C'est quand? Ah, fixe, ah oui, non, pas fixe. Non, ça, j'ai du mal avec. Justement, ça, c'est le défaut, mais je me suis dit, avec les chercheurs, ça va être un peu compliqué si je me mets ça de dire tous les mercredis à 15h, j'aurai un peu de mal. Donc là, je fais plutôt en fonction des chercheurs, mais je leur dis l'après-midi, et du coup, en général, c'est toujours un peu l'après-midi. Oui, oui. Ah, ça, non, c'est pas le meilleur erreur, je pense, mais bon. Mais c'est plus moi, en fait, j'ai du mal à être dispo le soir, au final, donc du coup, j'essaie de faire en fonction plutôt de mes horaires, moi, en fait, où ça m'arrange le mieux. Parce que je sais que le soir, c'est très compliqué de savoir si, voilà, quelle semaine j'aurai du temps libre ou pas. Alors que bon, pigisme, du coup, je prends sur mon temps de travail, on va dire, mais je me dis que sur le long terme, ça peut aider à rester. Dans tous les cas, je trouve ça vraiment génial pour le côté motivant de comprendre des choses. En tout cas, ça me permet d'avoir des idées d'articles aussi pour plus tard ou des choses comme ça. Et puis même, à un petit personnel, je me dis que si ça me permet d'avoir une forme de rémunération aussi, et sur le long terme, ça pourra peut-être faire partie de mon travail aussi, en tout cas. Et pour en revenir à Quoi de neuf chercheur, ça signifie qu'en fait, tous les followers peuvent s'adresser en direct aux chercheurs. Oui, voilà. C'est super, ça. Oui, voilà, c'est ça le concept. Comme une conférence. J'ai envie de dire, moi, parfois, je critique, j'aime pas beaucoup je suis pas un fan des conférences, parce que j'ai l'impression que parfois, dans les conférences, il y a toujours au moins une personne qui va venir juste pour faire l'intelligent et poser des questions extrêmement longues. Juste pour dire ça. Alors que là, au moins, bon, si on voit ça, on peut la reformuler, c'est moi qui la reformule. La question n'est pas dite directement. Je trouve que je préfère avoir le contrôle sur ça plutôt que d'assister un peu passivement au truc. En tout cas. Et les chercheurs, globalement, sont open sur cette manière de partager, vulgariser Pour l'instant, oui, justement, j'ai plutôt été surpris. J'ai pas eu
J'ai eu, en tout cas, les 3 premiers d'affilée, j'ai eu, le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec quelqu'un que j'avais déjà interviewé sur un sujet que je connaissais, donc j'avais fait un truc d'astronomie pour faire un peu un suivi par rapport à l'article que j'avais fait. Donc lui, au moins, il me connaissait déjà. Et les 2 autres, il y en a eu 3 du coup, il y en a eu 2 dans le deuxième, et donc, du coup, les 3 suivants, eux, ils ont accepté tout de suite, donc j'étais plutôt content. Là, j'en ai fait un il y a une semaine sur le retour d'El Niño, le phénomène El Niño. Là, j'ai galéré par contre pour celui-là. Donc bon, 1 sur 4, ça va encore. Mais lui, par exemple, il avait accepté directement. Lui, par exemple, je l'ai trouvé par LinkedIn. Donc après, il faut savoir chercher pour les chercheurs quand même. Mais non, globalement, je pense qu'ils sont intéressés parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de toute façon. Donc ça les intéresse déjà rien que pour le côté nouveauté de faire ça, interaction directe. Et puis bon, ça leur coûte pas grand-chose en termes, ça coûte du temps. Il y a toujours un peu le côté, quand on fait des articles, on a toujours un peu un côté, je prends du temps aux gens quand même. Mais bon, là je me dis au moins au final, ils peuvent se revoir après. Donc comment ça peut les aider aussi pour eux de leur côté, quoi. Oui, puis finalement, en fait, quand on fait une interview avec eux pour un article papier, en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on garde que quelques citations. Et là, du coup, l'avantage, c'est quand même que tous les il y a des propos gens qui voient tout. Ouais. Donc, Et c'est pas le journaliste qui choisit ce qui va être gardé. Là, le chercheur, il peut tout développer finalement, tout son propos. Et donc, ouais, ça. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte aussi en plus par rapport à la pige de pouvoir proposer des formats longs comme ça avec les chercheurs? En plus, après, je sais pas, moi je trouve ça très différent parce qu'un article, c'est quand même, justement, on met pas tout parce que tout n'est pas forcément non plus très pertinent. Il y a forcément des discrétions, surtout avec les questions. Alors là, il y a des moments où j'ai des questions qui sont pas trop en rapport. Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie non plus de ne pas prendre des questions de gens qui sont réguliers parce que forcément, on a envie de récompenser le fait qu'ils soient déjà venus et tout, et poser des questions. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout un travail, en tout cas de journalisme, et c'est très, pour moi encore, c'est très nouveau aussi, le côté interaction avec le public, ne pas décevoir, en même temps faire un truc professionnel. Alors qu'un article, oui, là, on choisit vraiment, si le chercheur n'est pas d'accord parce que j'ai écrit comme ça, de toute façon, c'est moi qui l'ai écrit. Après, pas dans sa citation, mais en tout cas, dans ce qu'on va dire dans l'article, il ne peut pas dire en termes de style, quoi. Et ce qui est intéressant pour les journalistes, que ce soit presse écrite, presse télé et compagnie, c'est que finalement, là, on n'a pas la frustration qu'on gère habituellement quand on doit, au montage, couper les rushs et tout, alors que des fois, on a envie de laisser certaines choses, mais on est contraint par un format. Là, vous n'avez pas cette contrainte. Oui, c'est ça. Après, là, il y a un petit peu de rush aussi, parce que là, typiquement, c'est sur YouTube et j'ai coupé certains passages où il ne se passe rien, ou moi, il y a un problème technique, par exemple, on peut le couper en montage, quoi. Mais je trouve qu'il y a un peu, voilà, c'est pour ça que cette format-là, je me dis, bon, sur le replay, ça peut passer. Il y a des gens qui ont écouté en podcast aussi. Moi, je ne me connais pas beaucoup en podcast, mais il y a quelqu'un qui m'a conseillé un super site qui s'appelle Acast, et je peux tout envoyer dessus en même temps, donc voilà, ça permet d'avoir un peu d'exposition comme ça aussi. Mais voilà, moi je vois les 2 trucs en différent. Moi je trouve quand même que l'intérêt principal, c'est quand même le direct, c'est quand même que les gens puissent venir et poser des questions aux chercheurs, quoi. Et moi je trouve ça, moi ce que j'aime bien, c'est comme ce que je suis en train de faire, le fait on peut vraiment afficher ce qu'on veut. Là, il m'avait envoyé un document et je peux zoomer dedans, mettre voilà, le cadre un peu. Il y a un petit côté réalisateur en même temps. Mais c'est vrai que du coup, c'est très multicasquette par contre. Et justement, tous les contenus qu'on voit en simultané, il y a un nombre maximum ou c'est tu pourrais mettre, je sais pas, 50 écrans ou 50 contenus? Ah, sur l'image, là, ce que je veux, oui, sur l'image. Là, c'est moi qui fais. Bon, là, je l'ai mis sous petit contour jaune, par exemple, mais bref. Mais ça, c'est grâce à je profite aussi du fait d'avoir un ordinateur de joueur à la base et qui est assez performant et ça permet de faire pas mal de trucs. Donc, typiquement, le contour, ça, c'est ma carte graphique qui le fait ça et ma carte graphique, elle vaut 700 €. Je dirais pas que c'est un truc obligatoire pour tout le monde. Bon. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'on veut et vous pouvez me juger sur l'esthétisme de la chose, mais bon, je trouve ça marrant de le mettre dans l'image. Et derrière que ça sert à rien. Je reprends ma question des limites. Oui. Toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu identifies comme limite aujourd'hui de la plateforme ou des points qui seraient peut-être d'amélioration en tant que journaliste? Les limites de la plateforme en elle-même, de Twitch, c'est-à-dire en elle-même, en tant que journaliste, oui, d'accord, pour le métier de journaliste. Déjà, de toute façon, il y a la dépendance avec Amazon, je trouve quand même. C'est vrai que c'est un peu gênant en tant que journaliste d'être. On fournit du contenu quand même pour Jeff Bezos, surtout moi je suis dans le spatial, alors je connais un peu. Mais bon, ça fait un peu. Voilà. Mais oui, ça forcément c'est un des problèmes. Après, moi ce que je me dis, c'est l'idée, c'est quand même déjà de fournir surtout du contenu aux gens, donc moi, trouver une autre forme de rapport avec le public. Mais je trouve que non, en termes de limites, la plateforme, elle est quand même beaucoup critiquable sur plein d'aspects. Mais bon, j'ai envie de dire que comme c'est ce que j'ai dit dès le début, ce qui compte, c'est pas tant le côté
Twitch en soi ou YouTube, c'est le fait d'avoir des vidéos en direct, c'est ça surtout qui compte. Si Twitch s'effondre, je continuerai sans doute ailleurs, quoi, tout simplement. Après, et puis il faut espérer qu'on a assez fidélisé les gens pour qu'ils suivent. Justement, il y ça a le une problème. alternative à Twitch. Bah non, il y a YouTube, mais bon, c'est moins intéressant en termes de contenu, enfin de communautaire en tout cas. Il y en a qui arrivent très bien à bien vivre d'ailleurs sur YouTube. J'avais mis de côté des vidéos, enfin typiquement sur les lancements spatiaux, il y en a qui marchent très bien sur YouTube pour suivre en direct. Ça marche plus que sur Twitch, par exemple. Mais on a la même interactivité avec les followers. Bah, maintenant, YouTube met des trucs aussi de discussion, etc. Pareil avec des badges spéciaux si on a payé, etc. Le problème, c'est que YouTube n'est pas fait pour le direct. Quand on va sur YouTube, on voit des vidéos qui sont déjà enregistrées. Il faut vraiment faire l'effort d'aller sur un truc spécial pour voir en direct, etc. Et en général, les gens, ils vont plutôt suivre pour voir les replays et tranquille, quoi. Mais bon, mais voilà, ça peut évoluer. Ça, c'est pas encore, je dirais pas que c'est figé dans le marbre, hein, clairement. Moi, j'ai une question par rapport plutôt à l'éducation aux médias. Mm. Est-ce que pour toi, Twitch, ça peut être une plateforme intéressante aussi pour expliquer comment ton métier de journaliste, tu le pratiques au quotidien? Parce que c'est un peu parfois compliqué d'expliquer aux gens comment on fait les sujets, si c'est nous qui choisissons les sujets. Est-ce que les médias, ça c'est la question qui revient sans arrêt, nous censurent ou nous obligent à supprimer certaines parties? Est-ce que pour toi, Twitch, c'est un outil intéressant pour ça, justement, pour restaurer un petit peu cette confiance-là en expliquant comment tu travailles et finalement... Bah oui, parce que moi, de toute façon, moi-même, c'est ce que je fais un peu au quotidien. Quand je parle avec les gens, je dis un peu les articles sur lesquels je travaille, des trucs comme ça. Et j'espère que ça rend un petit peu aussi, justement, de confiance, en tout cas, entre les gens et la presse quand même. Mais c'est déjà ce que fait, par exemple, Samuel Etienne. Je pense qu'il a déjà beaucoup contribué pour rendre une forme de... montrer un peu la transparence, en tout cas, du métier. Je ne vois pas tous ses lives, parce que forcément, je n'ai pas le temps de voir tous les lives de tout le monde. Mais quand je passe, à chaque fois, je trouve qu'il est très pro sur le côté... il explique vraiment sa pensée, etc., sur chaque article, etc. Après, il ne parle pas beaucoup peut-être de son travail lui-même, je n'ai pas trop vu remarquer ça, mais moi en tout cas j'essaie de faire ça, et typiquement quand je fais mon émission aussi d'inviter journalistes scientifiques, c'est ce qu'on fait aussi, donc je considère que c'est une forme d'éducation aux médias, et typiquement la presse scientifique qui n'est pas très connue. On est un peu... mais bon. Et je vois qu'il n'y a pas une question, non, je voyais un truc, un petit... Moi qui demande à Amandine qui nous suit en live, c'est la C'est la question qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Justement, c'est pour ça. Je vous écoute. Oui, je voulais juste poser une question qui est peut-être très spécifique, va peut-être falloir faire un préambule, on va dire, à la réponse. Pour moi, une formidable plateforme de visibilité pour Twitch ces dernières années, c'est notamment le The Event ou The Event, je ne sais pas comment ça se prononce, et plus récemment Furax. Donc, si tu peux déjà peut-être expliquer ce que sont ces événements. Mais c'est des événements qui rassemblent des gens. Je vais pouvoir éventuellement ajouter des compléments dessus. Et surtout, d'un point de vue journalistique, justement, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu ce type d'événement. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à la fois pour toi en tant que streamer, mais aussi en tant que journaliste, d'aller plus sur ce type de format et d'événements pour justement essayer de mobiliser peut-être un peu plus sur les formats journalistiques. Des événements qui regrouperaient des journalistes, par exemple, des trucs comme ça. Mais ça pourrait, effectivement. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde encore. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous lancer. Puis on va... mais ouais. Non, mais c'est sûr que oui, ça marcherait bien. Mais je pense que là, c'est juste qu'il n'y a pas assez... The Event, du coup, c'est des événements où ils rassemblent vraiment beaucoup de streamers. Donc, ils vont avoir des partenariats avec des constructeurs d'ordinateurs, des trucs comme ça, histoire d'avoir plein de machines, et ils vont tous streamer un peu dans les mêmes salles. Et en gros, l'objectif, c'est de récolter plein d'abonnements pour une cause. Donc, la cause change chaque année. Et, selon l'événement aussi. Enfin, Furax, c'était plutôt pour cause féminine, il me semble. Mais je me souviens plus. VSS, contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, c'est une sorte de téléthon sur Twitch, on pourrait dire, finalement. Avec des sujets plus... Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un événement sur un calendrier précis, et plein de streamers et streameuses vont s'intégrer à cet événement. En fait. Mais il y a régulièrement, oui, des trucs, des campagnes, en tout cas, assez caricatives. Donc, il y a beaucoup de streamers, par exemple, qui vont dire, je vais faire un live pendant... Même de chez eux, il y en a qui font ça pendant 10 heures, et ils font... les dons qu'ils récoltent, du coup, partent pour la cause, en tout cas, commune. Et du coup, eux, ça leur permet d'avoir de l'exposition. Ils sont plus... Après ces événements-là, du coup, ils ont plus de monde et potentiellement, ils sont payés aussi. Mais en fait, ma question n'était pas tant dans le sens récolter des dons, mais c'est vrai que pour le journalisme, j'y pense notamment, là, on va avoir le festival de couture qui va bientôt arriver. Il y a les assises du journalisme chaque année à Tours. Est-ce que ce ne serait pas intéressant
faire un festival du journalisme sur Twitch où plein de comptes, par exemple comme Samuel Etienne, comme toi, etc., pourraient se réunir pour dire, voilà, là, on fait un truc de journaliste sur Twitch. Est-ce que ce serait pas une piste intéressante? J'avoue que j'avais jamais pensé, parce que bon, je ne me considère pas comme au même niveau que Samuel Etienne, clairement, mais oui, effectivement, ce serait intéressant que ça puisse mettre en valeur, ça pourrait marcher. Il y a surtout qu'il y a déjà des événements scientifiques, oui, en plus journalistiques comme les 48 heures de la pige, des trucs comme ça.